Bonjour, aujourd'hui je vais présenter la préparation de la manipulation oscilloscope. Donc là aussi cette préparation va vous aider à préparer la manip à l'avance, elle va vous aider dans la préparation du compte rendu, elle va aussi vous aider dans la compréhension de la manipulation de l'oscilloscope. Alors le titre de la manipulation c'est oscilloscope, circuit RC et RL en série. Alors, les buts de la manipulation, c'est la présentation de l'oscilloscope. Donc on va présenter l'oscilloscope comme instrument de mesure indispensable à la manipulation. On va utiliser l'instrument qui est l'oscilloscope dans la visualisation de signaux électriques et dans la mesure de tension, dans la mesure de période, dans la mesure de fréquence, de retard et d'avance d'un signal vis-à-vis à un autre. D'accord? Alors, présentation de l'oscilloscope. Alors, l'oscilloscope, c'est un voltmètre. Donc, l'oscilloscope s'identifie à un voltmètre idéal. Alors, pourquoi il est idéal? Parce que la résistance interne de l'oscilloscope, alors elle est quasi infinie. D'accord? Alors l'oscilloscope, il permet la visualisation de la trace en fonction du temps d'un signal électrique. C'est-à-dire, l'oscilloscope, il va nous donner un signal V de T en fonction du temps. Un voltmètre, lorsque je mesure une tension entre deux bornes d'un dipôle, alors il va vous donner la valeur de la tension si la tension est continue, il va vous donner la valeur efficace si je suis en courant sinusoïdal ou bien alternatif. L'oscilloscope, lui, il donne mieux. Il donne la trace, c'est-à-dire il va me donner l'équation du signal en fonction du temps. L'oscilloscope permet de visualiser deux signaux en même temps, c'est-à-dire je peux non seulement visualiser un signal, mais visualiser un deuxième signal du montage. À condition, bien entendu, la condition c'est que il faut que les deux tensions, il faut qu'elles aient un point en commun. Alors, dans un montage, j'ai plusieurs dipôles qui sont superposés, soit en série, soit en parallèle. Je veux visualiser deux signaux du montage, donc il faut a priori que ces deux tensions que je veux visualiser, il faut qu'elles aient un point en commun. D'accord? Alors, entre les deux bornes d'un dipôle, donc résistif, capacitif ou inductif, c'est-à-dire l'oscilloscope, il peut me donner le signal aux bornes d'une résistance, ou bien aux bornes d'une capacité, ou bien d'un condensateur, ou bien aux bornes d'une bobine. D'accord? Donc, c'est un appareil à deux voies, comme je viens de dire, donc qui permet de visualiser deux signaux simultanément. Alors, lorsque j'utilise un oscilloscope, comme j'ai dit au départ, donc pour visualiser la trace d'une tension ou les traces de deux tensions ayant un point en commun, donc je peux mesurer la valeur maximale du signal électrique, éventuellement la valeur de sa période s'il s'agit d'un signal périodique. Je peux en déduire la fréquence, c'est-à-dire la fréquence, c'est quoi?
c'est 2π divisé par la période. D'accord? Je peux mesurer le retard ou bien l'avance d'un signal par rapport à un autre. Donc, ça, c'est le retard ou bien l'avance. Donc ici, j'ai un premier signal, ici, j'ai un deuxième signal. Donc ce signal, il est en avance par rapport au deuxième. Ce signal, il est en retard par rapport au premier. Donc je peux mesurer la durée taux. Alors, c'est le retard de 2 par rapport à 1. Ou bien l'avance de 1 par rapport à 2. Et à partir de ce retard ou bien de cette avance, je peux déduire le déphasage entre les deux signaux V1 et V2. D'accord? Alors, pour mesurer V, alors, j'ai un signal qui est variable dans le temps. Imaginez que je veux mesurer Vmax. Donc je vais voir ce petit point. Ça va me donner le nombre de divisions qui correspond à Vmax. Je dois multiplier par le calibre de la voie 1. D'accord? Si je veux mesurer 2, alors je dois regarder le nombre de divisions. Là aussi, nombre de divisions qui correspondent au maximum du signal numéro 2, et je dois multiplier par le calibre de la voie 2. Si je veux mesurer l'incertitude sur Vmax 1 ou bien l'incertitude sur Vmax 2, c'est la plus petite division, autrement dit 0,2. Donc, delta Vmax 1, elle est égale à 0,2 que multiplie le calibre de la voie 1. Et delta Vmax 2, même chose, c'est 0,2 que multiplie le calibre de la voie 2. Donc, je peux mesurer Vmax pour le signal, pour le premier signal, je peux mesurer Vmax pour le deuxième signal, je peux mesurer la période. Donc la période, c'est le nombre de divisions, bien entendu sur l'axe du temps, multiplié par la base de temps, ou bien le calibre du temps. Et pour delta t, c'est-à-dire l'incertitude sur la période, c'est toujours 0,2 que multiplie la base de temps. Donc ça c'est Vmax 1, ça c'est Vmax 2 et ça c'est la période. Bien entendu, je peux déduire de t et delta t. Alors de t, je peux déduire la fréquence et de delta t, je peux déduire l'incertitude sur la fréquence. Je peux aussi mesurer le déphasage. Donc pour la mesure du déphasage, alors il y a deux méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode
de la double trace. Alors la méthode de la double trace, c'est-à-dire je vais chercher les deux traces des deux signaux sur l'écran de l'oscilloscope et je vais calculer l'avance ou bien le retard d'un signal par rapport à un autre, et le déphasage phi, c'est 2π multiplié par tau sur t. Et ça me donne phi. Bien entendu, dans ce cas, phi, il est en radians, que je peux éventuellement convertir en degrés. Il y a une deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, elle consiste en quoi? Alors, dans la deuxième méthode, je passe, c'est ce qu'on appelle la méthode de Lissajous. Alors, je vais passer en mode X, Y. C'est-à-dire, je vais reporter le premier signal ou bien la voie 1, je vais la reporter en X sur l'axe des abscisses, et la voie 2, je vais la reporter sur l'axe des Y. Donc, en passant en mode XY, je vais tracer une courbe fermée sur l'écran de l'oscilloscope. Je vais avoir une courbe fermée comme ça. C'est une ellipse. Alors, le déphasage dans ce cas, c'est A', B' sur AB. Donc, dans ce cas, le sinus du déphasage, il est égal à A', B' sur AB. Donc, je récapitule, je peux visualiser le signal, c'est-à-dire la trace, l'évolution du signal dans le temps. Je peux calculer sa valeur maximale, je peux éventuellement calculer sa valeur efficace. Je peux calculer sa période, je peux calculer la fréquence et je peux déterminer le déphasage, l'avance ou bien le retard d'un signal par rapport à un autre. Maintenant, on va utiliser l'oscilloscope pour étudier le montage ou bien le circuit qui correspond au montage RC en série. Alors le circuit, il est là. Alors vous avez un générateur basse fréquence ou bien un générateur de petits signaux qui est monté en série avec une capacité ou bien un condensateur qui est monté en série avec une résistance, et la résistance elle ferme la boucle. Elle est reliée par cette borne gauche avec le GBF. D'accord? Alors, si j'applique la loi d'Emaille, à ce circuit, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que, alors loi d'Emaille, je peux dire que la tension
aux bornes du générateur, elle est égale à la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes de la capacité. Et ceci, quel que soit le temps. D'accord? La tension délivrée par le générateur délivrée par G, elle a pour expression Vm, on va dire cosinus oméga t. Ça, c'est l'excitation, si vous voulez. Ça, c'est l'excitation électrique du circuit RC. Alors, la réponse du circuit, c'est quoi? La réponse du circuit, ça va être, c'est le courant I de T. C'est le courant qui va circuler dans le circuit. Alors, la réponse, on va chercher la réponse du montage c'est quoi? C'est I de T qui est égal à IM cosinus oméga T, alors plus ou moins phi. Moins phi. Alors les inconnus de cette réponse, Vm elle est connue, puisque Vm c'est la tension maximale du signal délivré par le générateur petit signaux ou bien le générateur basse fréquence. Et oméga, elle est connue. Alors les inconnus de mon problème, c'est l'intensité maximale du courant qui circule dans la maille et bien entendu le déphasage entre la tension et le courant. Alors pour chercher l'expression de ce courant, il existe deux méthodes. Alors la première méthode, c'est ce qu'on appelle la représentation complexe ou bien résolution par la représentation complexe. Alors, résolution par la méthode complexe ou bien la représentation complexe. Alors, pour utiliser la méthode complexe, je vais utiliser un petit principe de correspondance qui dit la chose suivante. Alors, je vais associer au signal délivré par le générateur qui est égal à Vm cosinus oméga t, alors une fonction complexe qui va s'écrire Vm exponentielle j oméga t. Le j, c'est le complexe imaginaire pur tel que j au carré est égal à moins 1. D'accord? Dans ce cas, I de t, alors n'est autre que Im cosinus oméga t moins phi. Alors je vais lui associer une représentation complexe ou bien une écriture complexe ou bien une expression complexe qui s'écrit Im exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi. Donc VR de t, elle est égale à R I de t. Je vais appliquer la loi d'Ohm aux bornes de la résistance. Donc je vais lui associer R Im exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi. Et
VC de T, c'est 1 sur JC oméga I de T, à laquelle je vais associer, donc ça va être IM sur C oméga que multiplie moins J, puisque 1 sur J c'est moins J, que multiplie exponentielle J oméga T exponentielle moins J. D'accord? J ou bien moins J, il est égal à quoi? Donc, j'ai la chose suivante. Donc, lorsque j'ai un complexe, donc je peux l'écrire sous la forme suivante. Donc, j'ai J, il est égal à exponentielle J pi sur 2, moins J, il est égal à exponentielle moins J pi sur 2. Ceci en vertu du fait que un complexe peut toujours s'écrire sous la forme de A plus JB peut toujours s'écrire sous la forme du... Ça, c'est un complexe Z. Donc, c'est module de Z exponentielle J argument de Z qui est égal à Z, module de Z cosinus argument de Z plus J sinus argument de Z. D'accord? Alors, je vais appliquer la loi d'Émaille. Alors, lorsque j'applique la loi d'Émaille, application de la loi d'Émaille, donc j'ai Vm de t, c'est-à-dire Vm exponentielle j oméga t, elle est égale à quoi? Elle est égale à Vr de t, autrement dit c'est R im exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi plus ou bien moins j im sur c oméga exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi. Et tout ceci peut s'écrire sous la forme, c'est, je vais factoriser im, donc c'est im, je vais factoriser exponentielle j oméga t, exponentielle j oméga t, alors je vais avoir, et je vais factoriser aussi, je vais factoriser exponentielle moins j phi. Alors, im exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi, im exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi, facteur de r moins j sur c oméga. Donc, je simplifie par exponentielle j oméga t, j'arrive à l'expression suivante. Vm qui est égal à im exponentielle moins j phi r moins j sur c oméga. Et cette relation, elle est équivalente à une loi d'Ohm. Pour le circuit, alors pour le circuit RC en série, en régime,
sinusoïdale. Et c'est une égalité dans l'ensemble des complexes, c'est-à-dire dans C. D'accord? Alors, inégalité dans C, comme vous l'avez vu, lorsque vous avez vu les complexes au baccalauréat, alors une égalité en C correspond à deux égalités dans R. Donc, la première conséquence de cette égalité dans C, c'est que le module du membre gauche, il est égal au module du membre droit. Donc, je vais écrire la première conséquence, module à gauche égale module à droite. Et, alors celle-là, qu'est-ce qu'elle va me donner? Module à gauche, ça veut dire que VM, il est égal. Module de IM, c'est IM. Module de exponentielle moins J-phi, c'est 1. Module de R moins J sur C oméga, c'est racine de R carré plus 1 sur C carré oméga carré. Ceci va me donner l'intensité maximale du courant, IM, qui est égale à VM sur racine de R carré plus 1 sur C carré oméga carré. D'accord? Maintenant, je reviens à mon égalité dans l'ensemble C des complexes. Donc, j'ai dit la première conséquence, c'est module à gauche égale module à droite. La deuxième conséquence, c'est argument à gauche qui est égal à argument à droite. Alors, l'argument à gauche, c'est 0. Donc, 0, il est égal à quoi? Il est égal à argument de IM, c'est 0, plus argument de exponentielle moins J-phi, c'est moins phi, plus l'argument de cette quantité R moins 1 sur J C oméga, R moins J sur C oméga. Donc c'est moins phi plus arc tangente de moins 1 sur RC oméga. D'accord? Ceci veut dire que phi, il est égal à moins. Phi est égal à moins arc tangente de 1 sur RC oméga. Qu'est-ce que cela veut dire? 1 sur RC oméga est une quantité positive. Moins arc tangente de 1 sur RC oméga, c'est une quantité négative. Ça veut dire que le courant, il est en retard par rapport à la tension d'une quantité négative. Donc le courant, il est en avance. Alors, conclusion. Le courant I de T est en avance, alors, par rapport
à la tension V de T, alors d'une quantité phi qui est égal arc phi prime, arc tangente 1 sur RC oméga. Alors, dans un montage résistance-capacité en série, le courant I de T est en avance par rapport à la tension V de T. C'est très important à comprendre cette conclusion. Alors, il existe une deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, c'est ce que j'appellerais la résolution par la représentation de Fresnel. Alors, résolution par la méthode de Fresnel. Alors, la méthode de Fresnel, elle consiste en quoi? Donc, normalement, j'ai Vm égale, plutôt, V de T égale à Vm cosinus oméga T. Donc, je vais lui associer un vecteur V dans le plan complexe. Et j'ai VR de T, elle est égale à R, plutôt IM, I de T, égale à IM cosinus oméga T moins phi. Je vais lui associer un vecteur dans le plan complexe. Je vais opérer un changement de phase, c'est-à-dire je vais ajouter ici plus phi et je vais ajouter ici plus phi. Donc, maintenant V de T, ça va être Vm cosinus oméga T plus phi, et I de T, c'est Im cosinus oméga T. Donc, je vais associer à cette expression un vecteur dans le plan complexe et à celle-là un vecteur dans le plan complexe. Alors, VR de T, c'est RIM cosinus oméga T. Donc, je vais lui associer un vecteur qui est égal à RI. Alors, ce vecteur, son module, c'est VM, son argument, c'est phi. Ce vecteur, son module, c'est IM, son argument, c'est 0. Ce vecteur, son module, ça va être RIM, et son argument, c'est 0. Maintenant, VC de T, c'est moins J sur C oméga IM cosinus oméga T. Je vais lui associer un vecteur qui est égal à moins J sur C oméga fois I.
Or, moins j, j'ai déjà vu que c'est exponentiel moins j pi sur 2. Donc, le module de ce vecteur, ça va être quoi? Ça va être im sur c oméga. Son argument, c'est moins pi sur 2. Et je vais représenter ceci sur le plan complexe. Donc, sur le plan complexe, vous avez ici les réels purs et ici les imaginaires purs. Donc, je vais représenter le vecteur I, le courant, puisque son argument est nul. Donc, I, son module c'est IM, son argument c'est 0. Donc, ça c'est RI, c'est-à-dire, ça c'est I. Et RI, ça va être un vecteur collinaire. Je vais le dessiner dans une autre couleur. Donc, regardez. Le premier, c'est I. Le deuxième, c'est RI. Alors, son module, c'est RIM. Son argument, c'est 0. Donc, ça, c'est le vecteur VR. Alors, au vecteur VR, je vais ajouter VC. Donc, VC, son argument, c'est moins pi sur 2. Donc, je vais avoir un vecteur qui pointe vers le bas. Donc, ce vecteur-là, c'est VC. D'accord? Alors, son module, c'est IM sur C oméga. Son argument, c'est moins pi sur 2. Ici, j'ai l'angle moins pi sur 2. Alors, j'ai VR vecteur plus VC vecteur, il est égal à V, la tension délivrée par le générateur. Donc, la somme de ces deux vecteurs, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne ce vecteur V. Son module, c'est Vm, et son argument, c'est phi. Donc, ça c'est phi. Le sens positif des rotations, il est donné par cette flèche. Donc ce phi-là, il est négatif. Alors qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que, premièrement, je vais appliquer Pythagore. Donc le carré de ce vecteur, ou bien de cette distance, plus le carré de cette distance, il est égal au carré de cette distance. Ça veut dire que Vm au carré, il est égal R carré Im au carré plus Im au carré sur C au carré oméga carré. Et ça, c'est Im au carré, facteur de R carré, plus 1 sur C carré oméga carré. Je peux alors dire que Im, il est égal à Vm sur racine de R carré plus 1 sur C au carré, oméga au carré. Donc j'ai déterminé l'intensité maximale IM, et vous remarquez que c'est la même expression. Je vais chercher ici tangente phi. Alors, vous avez tangente phi, il est égal à quoi? Il est égal côté opposé, c'est-à-dire moins IM sur C oméga divisé par RIM. Alors, ceci implique quoi? Il implique que phi, c'est moins arc tangente
de 1 sur RC oméga. J'obtiens le même résultat qu'ici. Donc voici les deux méthodes qui vous permettent de chercher l'intensité maximale du courant qui circule dans la maille et qui vous permettent aussi de déterminer le déphasage entre la tension délivrée par le générateur et la réponse du circuit RC monté en série, c'est-à-dire le déphasage entre la tension V de T et le courant qui circule dans la maille. Donc je vais maintenant définir l'impédance. Alors regardez ici. Donc ici dans cette écriture, je peux écrire Vm, il est égal à une quantité que je peux appeler module de Z fois Im. Ça, c'est la loi d'Ohm pour le courant sinusoïdal ou bien pour le régime sinusoïdal ou bien pour le régime alternatif. Alors, Z, c'est l'impédance. Regardez, ici aussi, vous avez Vm, il est égal à Z fois Im. Et Z, c'est l'impédance du circuit RC monté en série. Alors, cette impédance, Z, elle est égale à quoi? Elle est égale à l'impédance de la résistance, puisque c'est un dipôle passif, c'est R, plus l'impédance de la capacité, c'est 1 sur J C oméga. Donc, je définis l'impédance comme étant Z qui est égal R plus 1 sur J C oméga. Alors maintenant, pour le circuit RL, c'est-à-dire pour le circuit ou bien le montage de la résistance R avec la bobine L en série, je vous conseille d'effectuer le même calcul en suivant le même chemin que celui que j'ai emprunté pour le circuit RC. Vous appliquez la loi des mailles et vous effectuez la résolution par la méthode complexe et puis par la représentation de Fresnel. Et puis, vous en déduisez la loi d'Ohm en régime sinusoïdal pour le circuit RL. Je peux vous donner directement l'impédance du circuit ou bien du montage RL en série. Z RL, elle est égale à R plus J L oméga. Donc, ce Z, je vais lui ajouter un indice RC. Donc, ZRC. Maintenant, pour la manipulation. Alors, on va attaquer notre circuit RC par une tension V de T avec une valeur maximale Vmax. Et on va attribuer à la résistance une valeur donnée R, puis à la capacité une valeur donnée, puis on va régler la fréquence du signal délivré par le GBF à une fréquence donnée, par exemple 600 Hz. On va mesurer URM, c'est-à-dire la tension maximale aux bornes de la résistance, en appliquant la loi d'Ohm
en appliquant la loi d'Ohm, c'est-à-dire la loi d'Ohm qui consiste en V de M qui est égal à IM, plutôt I de M qui est égal à VM sur racine de R carré plus 1 sur C carré oméga carré. Donc, vous avez Vm, vous avez la valeur de la résistance et de la capacité, vous allez déterminer Im. D'accord? Vous allez déterminer Im en divisant la tension au bord de la résistance par la valeur de R. Et puis vous allez calculer la valeur théorique de l'impédance Z, puis la valeur expérimentale de l'impédance Z, puis le déphasage théorique, puis le déphasage expérimental que vous allez déterminer à partir de ce que va vous indiquer l'oscilloscope. Vous répétez la même chose pour la fréquence égale à 800, et puis vous concluez. Merci pour votre attention.